Aujourd'hui, à l'épisode 3 de la saison 3 de Retour sur investissement, je reçois Kevin Filion. Kevin est investisseur immobilier depuis 10 ans, a été entrepreneur et également été en construction. Aujourd'hui, il fait de l'immobilier à temps plein, est également animateur, co-animateur à l'émission La Bulle immobilière au 96.9 FM Radio à Lévis. Il a eu un passage à la Meurthe dans la dernière année et demie depuis et sur plusieurs projets. Je vous invite donc à écouter l'épisode aujourd'hui et d'en prendre connaissance de son parcours et de ses projets. All right, troisième épisode déjà de la saison 3. Comment ça va, Kevin? Ça va très bien, toi, Nick? Ça va très bien. Donc, c'est ta première présence au RSI. On a eu le plaisir de faire de la radio ensemble à Lévis. Oui, là, il a fallu que je me mette un peu plus chic que d'habitude. Oui, c'est ça. À la radio, on n'est pas en jogging, early, calotte. L'avantage à la radio, c'est qu'on n'est pas obligé de s'habiller. C'est ça, exact. Personne ne nous voit, mais un petit upgrade aujourd'hui. Ouais. Alors, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu ton parcours comme investisseur immobilier, puis comment tu en es fait pour te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui? Oui, bien, en fait, moi, je suis un produit de l'Université Laval. J'ai fait mon bac en administration à Laval. À la base, j'étais un gars qui était avancé en sciences nature puis qui s'en allait vraiment plus dans la branche sciences. Ouais. J'ai découvert un projet entrepreneurial durant l'université, dans le fond, d'un concept de franchise étudiante. Puis ça a orienté un petit peu mon mindset puis ma façon de voir mon avenir puis mon emploi. Fait que j'étais allé vers l'admin. Là, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'immobilier, faire des lectures, aller dans le club des investisseurs immobiliers. J'ai rencontré des partenaires, dont Yann qui est venu ici au RSI. Oui, que tu as fait la meute avec. Oui, que j'ai fait la meute aussi avec. Et puis, c'est ça, on a acheté, dans le fond, pendant l'université, quatre boys ensemble. On était tous franchisés, on avait tout notre business. C'est un bon départ, ça? Ouais. Acheter pendant que vous êtes à l'université? Oui, bien, vois-tu, on avait stacké un petit peu avec nos business respectifs. On n'avait pas tellement d'engagement. Ouais. Chacun de notre blonde, notre petit appart, tu sais, c'était quand même. Puis on n'était tous pas du genre à s'acheter un gros char, un gros bateau, puis s'énerver. Fait qu'on en mettait de côté. Fait que on a acheté un premier 6 logements à ce moment-là, en 2010. Puis par la suite aussi un autre l'année d'après. Fait que t'es comme un vétéran de l'immobilier, toi. Oui, un vétéran. Tu es en train de me dire que ça fait une décennie que tu es Ça fait une décennie, mais tu sais, faut pas parler trop du milieu de la décennie. C'est tranquille, c'est tranquille. Mais c'est ça, j'ai acheté en 2010 un 6 logements. J'ai racheté quelques mois après, en 2011, un autre 6 en utilisant justement la balance de vente. On était bien dans les lectures et dans les principes d'essayer de l'appliquer. Est-ce qu'on l'a 100% bien fait? Certainement pas, mais on avait des bonnes intentions à ce moment-là. Mais par après, je me suis plus concentré sur des flips avec un autre associé. Fait que j'avais mis un petit peu le multilogement de côté. Fait que j'ai acheté des triplex dans Limoilou que j'ai convertis en condo indivis. Ouais. Fait que ça, c'était un autre expérience. C'est ça qui t'a amené dans la construction parce que tu as Oui, ben en fait, oui. Un peu, parce que à la base, je suis pas un gars qui a un background de construction. Ouais. Dans ma jeunesse, c'est pas dans ma famille, c'est pas mon père. Je l'ai vraiment appris sur le tas, comme on dit. Là. Ouais. Fait que oui, ces triplex-là où j'ai pas mal tout fait avec mon associé, à peu près toutes les rénaux, sauf évidemment tout ce qui est plomberie, électricité et plus technique. Là. Ouais. Fait que j'ai beaucoup appris là-dedans à ce moment-là. Ensuite, on a fait un flip d'un bungalow. Pas tellement un succès, mais bon, beaucoup d'apprentissage. Ouais. C'est ça qu'on dit quand c'est pas un bon projet. Il faut au moins réussir à sortir quelque chose de là. Exact. Fait que c'est ça. Fait que là, ces trois projets-là où j'ai acquis un certain background en construction, ça m'a fait triper. Mais en tout cas, j'ai eu plusieurs démarches là, suite à ça. Je savais que le monde de la business, de façon large, m'intéressait. Okay. J'ai pris 6 mois dans ma vie, j'ai fait une pause. Je suis allé vers vraiment tous les CLD de ce monde CTA, puis faire vraiment tout ce qui est les cédants, reprenants, de connaître un peu le milieu. Là. Fait que je suis allé voir beaucoup de types de business. J'ai passé à 2 cheveux d'acheter une entreprise en nettoyant chimique. Fait que tu sais, je suis un gars quand même qui aime ça regarder. Là. Fait que tu sais, à ce moment-là, c'était pas. Tu aimais le côté business, nécessairement. C'était pas exactement, tu n'étais pas nécessairement bloqué sur un type de business, mais tu voulais être en affaires. Non, c'est ça. Puis dans cette démarche-là, j'avais vu cette entreprise-là. Finalement, ça n'a pas marché en bout de course là, dans cette démarche-là. Puis je me suis rassis avec un des dragons. Si tu veux, j'avais fait un événement un peu style petit pitch là, devant des gens d'affaires à Québec. Puis il m'avait juste comme ramené à la réflexion, qu'est-ce qui te fait le plus triper? Parce que là, c'est le fun de regarder le monde des entreprises. Mais à un moment donné, c'est difficile de creuser puis de connaître tes ratios et tes choses sur chacun. Fait que j'ai dit, c'est quoi, ça faisait 3 ans que je faisais de la construction, puis je pense que je tripais à aménager, penser, réfléchir, optimiser l'espace, voir les contraintes. Fait qu'il dit,
pense peut-être à te concentrer là-dessus. Puis ça l'a donné d'un mois après où j'ai rencontré, dans le fond, un partner. Puis on a démarré en 2014 en construction. Ouais, cool. Fait que dans le fond, tu dis le milieu de la décennie, on c'est ça. C'est on 2014. en parle moins côté immobilier, puis après ça, c'est parce que là, je me suis concentré sur ma business de construction de 2014 jusqu'à l'année passée. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai mis un peu de côté les investissements puis plus les projets actifs. J'ai plus justement fait des contrats puis vraiment développé le côté business de rénovation, mais pour d'autres. Là. Fait qu'elle là un peu ma période morte au milieu des années. Puis là, qu'est-ce qui a fait que, mettons, v'là 2 ans environ, tu as commencé à faire l'investissement? Ça m'a toujours travaillé honnêtement, là, dans le sens que je ne l'avais pas mis de côté parce que je manquais d'intérêt, juste parce que... Le temps puis l'énergie. C'est ça. C'est tout ce que tout le monde manque, vraiment, la même ressource, là, le temps. Là. Mais, fait que, j'ai eu une réflexion, puis je continuais, je passais dans les rues, puis je voyais un bloc, puis moi, j'aime bien dire que je faisais de l'investissement immobilier ou de la prospection en boulimique. C'est vraiment comme un boulimique. Là. Ah ouais? Une veillée, je me tape un JLR ou mon prospecteur ou un centriste bord en bord, puis après ça, on n'entend plus parler pendant 2 mois. Fait que, OK. On sentait que c'était pas vraiment une bonne façon de faire les choses, parce que tu perds l'œil, puis tu perds. T'es plus aiguisé du tout. Là. Fait que, mais après ça, c'est vers là que je me suis en allé. OK, super. Puis là, dans le fond, tu as fait la 3e ou 4e cohorte de la meurtre? 3e. 3e. Puis tu l'as fait avec un partner. Oui, exact. C'est un partner que tu avais rencontré, comme tu disais, à l'université. Oui, c'est ça, Yann, ça faisait déjà 10 ans. Mes premiers achats, c'était avec lui et 2 autres partners. Okay. Puis, c'est ça, comme je disais, il y a 1 an à peu près, quand j'ai décidé que, OK, faut que je souffle sur les braises, il faut que je reparte un peu mes investissements immobiliers. J'en ai parlé avec Yann, puis justement, j'ai vu qu'est-ce que... En fait, on s'était remis un petit peu dedans. On avait déjà un deal dans le pipeline quand on a décidé de s'inscrire justement au programme de la meute. Là. Fait qu'on n'avait pas fait de certificat, on n'était pas tant initié à qu'est-ce qui était vraiment l'IMREX. Fait qu'on a pris l'information comme bien du monde sur Internet assez rapidement, puis on s'est dit, OK, go, on embarque, on y va. C'est le temps, on a laissé ça de côté pendant quelques années. On a un deal dans le pipeline. Go, on part la machine, on est un petit peu intense peut-être, là, mais tant qu'à la repartir, on la repart all-in. Là. Fait que c'est comme ça que ça a redémarré il y a 1 an. Là. Cool. Puis, quand ça a redémarré, je pose la question pour les gens qui écoutent, as-tu décidé d'utiliser comme le background de construction? On parle souvent de si on veut créer beaucoup de valeur d'investissement immobilier, généralement, c'est soit en construisant, mettons, du neuf, toi-même, quand tu as un terrain, ou en redéveloppement ou optimisant un immeuble. C'est-tu vers là que vous êtes allé? Bien, je te dirais que moi, je dis construction pour les fins d'utiliser ce terme-là, mais dans les faits, j'ai fait de la réno. C'est vraiment là-dessus que je me suis concentré. J'ai jamais eu mes garanties d'habitation neuve. J'ai jamais monté vraiment de la construction neuve pour d'autres. C'est vraiment la réno. Oui, c'est vraiment la réno. Donc, clairement, j'allais vers l'optimisation puis l'achat de multilogements à use là, pour vraiment redéfinir les espaces, refaire des rénos dans les apparts. J'ai jamais eu cette optique-là initialement. Certainement que je vais le regarder dans les années à venir, mais mon background est beaucoup moins... Plus en réno. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça se rejoint sur beaucoup de points. Là. C'est clair. On s'entend, mais on s'entend qu'il y a beaucoup d'immeubles à optimiser puis à rénover. Oui, c'est ça. Il y a des deals en masse. J'ai pas nécessairement tout le pipeline de prospection aussi pour développer le terrain et tout ça. Fait que, je sais pas, il faut que tu mettes ça aussi en place avant d'arriver puis de bâtir du neuf. Là. Ma compréhension aussi, c'est que c'est peut-être plus dur d'avoir les stepping stones puis de croître à un certain rythme. Si tu pars tout de suite avec du neuf, peut-être que je me trompe. Mais... le neuf, c'est très intense en capital aussi, contrairement au use que l'immeuble est déjà là, plus simple à financer, moins d'argent à mettre à l'avant, c'est sûr. Mais il y a des avantages. Puis dans la réflexion par rapport aux investissements qu'on a faits, qu'on a acheté à l'université, on a acheté des choses assez maganées, on va dire, dans Limoilou. Ah ouais, tu vois? Le bon vieux Limoilou, comme notre agent immobilier. Ça, c'était Limoilou de les tatous dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Puis notre agent immobilier disait, il y a un peu de faune de Limoilou. On ne comprenait pas ce qu'il voulait dire par la faune. Vous l'avez compris. C'est ça, on l'a rencontré, la faune. Là. Fait que, ça, c'était du monde qui allait à l'autre zone. C'est ça. Qui était... Une bière l'après-midi, là. Exactement. Comme des Puis au Red Lounge, je pense. Une quille ou une chienne. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, ils passaient une partie de leur loyer, là, peut-être. Fait que, tu sais, dans les dernières années, ma réflexion aussi s'est faite sur quel genre de clientèle à qui je veux m'adresser, puis vers quel type de finition de logement. Parce que les premiers investissements que j'ai faits il y a quelques années, on refait-tu le plancher cette année? OK, oui.
On fait-tu la salle de bain parce que, écoute, elle est due, ça va tomber? Oui, mais jamais dans une optique de vraiment prise de valeur et d'optimisation assez intense, puis d'effet de levier. Là. Fait que, c'est plus pour le maintien, si on veut. Le maintien, puis on va te chercher un petit peu de loyer de plus, mais pas high level, on s'entend. Là, on était assez tranquille, on n'avait pas d'optique de refinancement rapide. Fait que c'est ça, mais là, dans la réflexion, est-ce que je vais aller vers une clientèle qui est plus aisée puis qui est plus intéressante à traiter avec, peut-être? Ça va-tu m'amener vers le neuf, possiblement dans les prochaines années, mais pour le moment, c'est pas là que je me concentre. Oui. Puis parle-moi donc mettons, tes récents projets que vous avez faits. Je sais qu'il y en a un que j'avais vu des photos d'ailleurs. Oui. On avait fait, comme je te disais, on avait un projet qui était dans le pipeline quand on a commencé la meute. C'est celui qui était sur la rive sud de Québec, je pense. Oui, tout près ici, sur la rive sud. Fait que, dans le fond, on a été pour l'acheter en octobre l'année passée. On a commencé la meute. Encore là, je ne peux pas dire que c'est le meilleur achat en termes de financement initial, mais après coup, vois-tu, on est rendu à 1 an plus tard, puis on s'en tire très bien là, au niveau du refinancement avec une deuxième tranche SCHL. C'était quelque chose au départ qu'on s'était dit, peut-être qu'on est en train de prendre la mauvaise tangente là, dans notre processus d'achat qui s'est fait en négociation en même temps qu'on est inscrit, puis on a un certificat une fin de semaine, on apprend ça, on essaie de l'appliquer. Vous l'avez financé en SCHL, je pense, c'est ça? On l'avait financé SCHL à l'achat avec à peu près 15 de mise de fonds. Sauf que là, ça compliquait l'optimisation pour aller faire un retrait d'équité par la suite. Nous autres, on savait déjà qu'on refaisait les 6 logements au complet, bord en bord, là, qu'on mettait 25 000 chaque, puis qu'on avait quasiment 150 000 de réno à faire. Fait que clairement, ça prenait une porte de sortie pas dans 5 ans, là, si on voulait revoir cette équité-là. Là. Fait que c'est ça, c'est le projet qu'on a terminé dans le fond il y a à peu près 1 mois ou 2 en termes de réno. Ça s'est loué honnêtement comme des petits pains chauds. Moi, j'en ai fait beaucoup de locations dans le temps parce que j'ai travaillé pour une gestion immobilière aussi au travers de mes premiers projets de flip là, avec Simon chez MSI que tu connais. Là. Fait que j'en ai loué beaucoup de logements. Mais tu sais, là, je me suis rendu compte, OK, quand tu présentes un beau produit, que tu prends le temps de le stager, que tu es au bon prix. Tu crois en ce produit-là, puis les gens sont prêts à payer. C'est trippant malade là, d'aller faire la visite, puis de vraiment présenter de quoi de bien, puis d'avoir justement, pas juste des wearers, là, finalement, des gens qui sont hyper sérieux dans leur démarche. Toi, tu es fier aussi du produit. Extrêmement fier, c'est ça. C'est clair. C'était quoi, juste pour donner une idée aux gens qui écoutent, c'était quoi, mettons, les loyers quand vous avez acheté versus, mettons, une fois rénové? Moyen, je te dirais que je pense que c'est à peu près 560. OK. Puis là, on est à peu près en moyenne de 8,50. OK. Fait une bonne augmentation. C'est quand même 300 $ par mois. Là. Fait que c'est quand même une très bonne optimisation, ce qui nous a permis d'aller chercher une deuxième tranche CHL. Autrement, les prêteurs puis l'assureur, ils ne s'intéressent pas à toi. C'est ça. Si le montant n'est pas assez gros. C'est ça. Fait que si on avait juste augmenté légèrement ou on avait fait peut-être des demi-rénaux ou des travaux corrects, possiblement qu'on serait un peu pris avec cette équité-là. Qu'est-ce que vous avez fait comme réno? Vous faites un strip-down au complet ou vous avez... Pas strip-down complet. Là. On a surtout redivisé l'espace là, dans le sens où faire une aire ouverte, là, on s'entend qu'on ne réinvente pas la roue, là, mais je veux dire, c'est ça. Ça fait des miracles, hein, ces temps-ci. Ça enlève un mur. Là. Ben oui, puis souvent, les vieux logements, mettons, tous les immeubles des années 70, là, c'était comme... Juste des raccoins puis des murs partout. T'es comme, pourquoi il y a autant de murs dans ce logement-là? Ou des appartements. Des clients me disaient ça des fois, il y a beaucoup d'appartements en parlant des sections de l'appartement. C'est ça qui valait quelque chose dans les années milieu 1900. Là. C'est clair. Fait que oui, faire tomber des murs, à ce temps, c'est payant. Ça amène toutes sortes d'enjeux de positionnement, de où tu peux adosser les choses et tout. On aurait dit que dans le temps, dans le fond, là, que quand tu construisais un bloc, c'était comme, il y avait un concours de... Nombre de chambres. Combien de murs qu'on peut ériger dans le moins de pieds carrés possible? Le bois était pas cher. Puis tu avais une famille. Tu sais, tu avais un 4,5, mais tu étais 12 dedans. Oui, c'est ça. Ça te prend des chambres pour les loger. Un 4,5 de 575 pieds carrés. Là, exactement. Il y en a un qui dort dans le tambour en arrière, puis on s'organise. Fait que, essentiellement, c'est ça les rénaux qu'on a fait. On a ouvert l'espace, repositionné la laveuse sécheuse qui était dans la cuisine. C'est pas tellement gagnant en 2020. Puis après ça, faire toutes les finis, puis faire une bonne partie de plomberie électricité aussi, changer les panneaux qui étaient fusibles. Puis après ça, c'est vraiment les finis puis la déco. Puis essayer d'avoir une petite touche, de mettre plus que juste le minimum Canac basic. Là. On essaie d'aller chercher. Touche luxe. Mais tu sais, moi, dans le salon, mettons, on a mis un lambris au mur là, qui est vraiment. Qui te faisait un effet cool. Fait que, on essaie d'aller une petite coche au-dessus, mais c'était pas des rénaux non plus
c'était le comptoir de Quartz. On n'était pas dans ce level-là. Ouais. C'est quand même Saint-Romuald. C'est un quartier. C'est pas Outremont. Là, non, c'est pas tout le monde qui écoute qui sait c'est où Saint-Romuald, mais c'est très bien quand même. Ça arrive ça, c'est bien positionné. Ouais. Mais exactement, c'est pas Outremont. C'est pas le coin le plus riche non plus. C'est pas Sillery, c'est pas Outremont. Il y a des parties de Saint-Romuald sur le bord du fleuve que c'est un peu plus aisé, mais le coin des blocs appartements à Saint-Romuald, on va appeler ça des gens nets, mettons. Comme ils disent en bon québécois. Là, des bonnes personnes. C'est un drôle de terme, pareil, hein, quand tu parles. Des gens honnêtes. Des gens honnêtes. Non, mais on devrait tous être honnêtes. Non, mais c'est drôle parce que, tu sais, on parle souvent, puis on a parlé beaucoup dans Meurthe, aussi dans les discussions dans les retraites, souvent, c'est une discussion qui revient parce que, veux pas, quand tu es entouré de 30 autres investisseurs immobiliers, on se met à parler de mentalité, de vision, de mindset, mais on a parlé souvent du mindset, le petit Québec, ou de voir petit versus voir grand, puis je pense que c'est Kiyosaki, dans ses livres Père riche, Père pauvre. Il parle souvent des choses, essaie de penser à comment que vos parents vous ont éduqué dans les mots que vous dites et tout ça. Puis quand tu penses à ça, souvent au Québec, on va parler des gens dans des quartiers, on va dire, plus communes, mettons comme ça. On va dire, c'est plus des gens honnêtes. Ouais. Comme si les riches étaient malhonnêtes. C'est ça. Drôle, hein? Ça doit du judéo-chrétien, j'ai aucune idée. Là. Ça vient de loin, mais vois-tu, moi, dans ce projet-là, au final, les gens à qui j'ai loué, c'est pas nécessairement le clientèle que j'aurais ciblé initialement. Ah ouais? Okay. Je me disais, OK, ça va peut-être être soit une dame seule ou quelqu'un qui se sépare, qui est à un certain âge, là, si tu veux. Finalement, c'est tous des jeunes. Ah ouais? Fait que je ne sais pas si c'est vraiment l'Internet là, ou si le positionnement, c'est le fait que c'est assez stratégique en termes de travail, études, accès au pont et tout. Là. Mais c'est vraiment tout jeune couple, milieu vingtaine. Mais c'est intéressant les changements d'habitude aussi au niveau des locataires. Puis, tu sais, moi aussi, je le vois beaucoup. Tu sais, nous, on fait des grosses optimisations hyper lourdes. On ramène des logements qui étaient à 3, 4, 500 pièces, puis on les amène à du 1000, 1150. Oui, intense. Puis c'est surprenant le nombre de, comme tu dis, de jeunes en bas de 35 ans, couples, qui semblent de moins en moins, parce que c'est un feeling, là, je ne me suis pas basé sur de la stats pour ça personnellement, mais qui semblent vouloir moins acheter de maison, moins aller vers ça, puis peut-être garder une certaine mobilité, puis avoir un luxe aussi, parce que tu sais, c'est bien beau d'acheter une maison, mettons ta première acquisition que tu te fais, tu achètes un vieux bungalow des années 70 ou 60. Tu mets du jus de bras, là. C'est pas le plus luxueux, là, tu sais. Puis si t'es pas manuel, ben ça coûte cher, finalement. Tu sais, rénover, je pense que souvent, les rénovations que tu es pour mettre dans une maison, tu sais, on avait déjà eu cette discussion-là aussi, que si tu mets 100 000 une maison, tu n'iras pas nécessairement chercher cette 100 000 Non, c'est sûr que c'est pas la même optique que le multilogement ou l'investissement. Souvent, les gens qui, comme tu dis, soit qui vont justement aller dans un appartement puis un peu diminuer leur coût de vie parce que, bon, je connais pas toutes les tendances socio-économiques, mais souvent les gens voyagent, c'est ça pareil, c'est ça, c'est la génération des milléniaux. Mais ils prendront pas ton logement crade, honnêtement. Ben non, ils le prendront vraiment pas, là. Fait que même si tu un prix bas, là. Fait que tout avantage à justement faire des belles optimisations puis aller chercher une petite twist de plus. Puis oui, ils ont la disponibilité des fonds, là, c'est un fait, là. Moi, je n'étais pas prêt, si je me remets dans le temps où je regardais un appartement, c'est sûr que là, tu vas me dire, il y a l'inflation, ça date, mais je pense que je n'étais pas prêt à débourser autant, peut-être, que la génération, mettons, de vingtaine actuelle qui veulent se loger. C'est clair. Parce que c'est important leur chez eux, puis on le constate encore plus dernièrement avec la situation, qu'on peut être pogné chez nous un temps. Là. Fait que, tu veux être bien chez vous, finalement. Ah oui, exactement. Puis les services aussi. Oui, on a mis l'Internet comme plusieurs le font aussi au niveau de ça. Puis ça commence à être de plus en plus la norme, mais encore beaucoup de locataires qui viennent visiter qui font hey, « wow, c'est donc bien hot ». Pour nous, c'est dans notre tête, comme je te dis, c'est la norme parce qu'on parle avec beaucoup d'investisseurs, on voit ce qui se fait, mais on en surprend encore plusieurs avec ce service-là, même si c'est très basique à mettre en place. Là. Fait que c'est des petites valeurs ajoutées qui ne sont pas encore établies dans tout le marché parce qu'encore une fois, on parle entre nous comme investisseurs plus sophistiqués ou qui cherchent à... Ils sont un peu plus à l'avant-garde. Exact. Mais c'est pas nécessairement la moyenne de l'offre du logement. Là. C'est clair. Fait que c'est tout avantage à pousser les optimisations. Puis je pense en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est que nos projections en plus de loyer qu'on ciblait, on les a complètement éclatées. Là. Puis moi, ça, c'est le fun. Puis je me rappelle initialement, j'étais avec un comptable dans ce projet-là. Fait que, il était quand même très conservateur. C'est vrai, il y a des comptables. C'est ça. Fait qu'il était quand même très conservateur. Je fais des blagues, là. Sur le loyer qu'on projetait, fait qu'on l'a, puis je l'avais déjà étiré là-dessus un peu dans nos discussions. Puis malgré ça, on est encore plus loin. Même vous avez eu des discussions avec des investisseurs qui avaient des immeubles autour.
Puis même eux, ils ne croyaient pas. Oui, bien Maxime, un immeuble tout près, Maxime Boutin. Puis il en doutait parce qu'on l'avait pitché, ce projet-là, dans le cadre de la meute. Dans le pitch Jack Defense à la fin de la meute. Exactement. Fait que, c'était pas une balade dans le parc initialement, mais honnêtement, là, quand il est venu le temps de louer, j'en ai loué plusieurs d'avance. En faisant, mettons, j'en fais visiter un. En fait, la plupart, je les ai loués en faisant visiter le précédent, sur celui que j'étais pour faire. Là, fait qu'il louait le prochain en voyant celui qui était fini. Fait que, à des prix au-dessus de ce qui était prévu. Fait que, honnêtement, c'était un beau projet. Puis surtout, moi, ça me rend fier d'aller le faire visiter. Comme je te dis, par rapport à d'autres immeubles où peut-être des fois, on avait plus délaissé la qualité des logements. Fait que, dans mon mindset, je me rends compte que c'est beaucoup plus agréable de faire de l'investissement. Ça, c'est un point important parce que quand tu optimises des immeubles, je pense que c'est important à comprendre que des fois, on parle de spéculation parfois, il y a un petit côté spéculation dans l'optimisation, quasiment un petit peu cowboy, puis il faut que tu aies confiance parce que tu crées techniquement ton propre comparable. Moi, il y a des immeubles en ce moment qu'on a rénovés, puis c'est des logements, il n'y en a pas de comparable. Il n'y en a pas, on les crée nous-mêmes, nos propres comparables. Fait que c'est sûr que la première fois que tu le fais, tu es comme, c'est l'analyse aussi de risque, dans le sens si tu es à l'aise un step en dessous avec ton projet, tant mieux si tu as le gravy ou le bonus, tu le prends. Puis moi, j'avais un projet en particulier. Je m'étais mis comme trois steps de loyer projeté que je pensais qu'on allait être capable d'aller chercher. On était à 8,95, 9,50, 9,95. À 9,50, on embarquait, c'est sûr qu'on faisait le projet. À 8,95, c'était comme le worst case scenario. C'était si on se plante, c'est ça qu'on va aller chercher. On était quand même game de faire le projet malgré ça. Puis, on sortait pas de nos billes, mais c'était pas un mauvais projet à 8,95. Puis à 9,95, c'était comme, c'était un coup de circuit. Là. Si on va chercher ça, c'est un grand chelem. Je te vois venir. le monde dans le marché était comme, c'est sûr que vous n'allez pas chercher ça. Le monde disait, c'est sûr que vous n'allez pas chercher plus que 8,95, qui était comme mon scénario pessimiste. Puis au final, on a fini nos 7 logements ont fini entre 1000 puis 1150. On a complètement éclaté c'est malade. Nos meilleures projections, les plus optimistes qu'il n'y avait pas. Mais c'est quand même ça, quand tu parles avec les investisseurs, pareil. J'en entends rarement qui me disent j'avais fait une projection, ça arrive quand même, là, on s'entend, ça dépend si tu as bien planifié ton projet. Puis je suis en dessous, on dirait que ça finit souvent au-dessus, juste par soit le temps qui s'étire, puis dans le fond, les loyers qui montent autour et tout, ou juste parce qu'on avait une nature un peu conservatoire, puis on n'osait pas guesser la spéculation comme c'est tough quand personne d'autre le fait dans ton marché. Quand personne, exemple, moi, j'ai pris des immeubles, on a pris des immeubles dans un centre-ville un peu magané, un coin magané, qu'il n'y a personne qui s'occupe des immeubles, tout est délabré. Puis nous autres, on va refaire l'immeuble au complet. Là, on va le faire, on va tout refaire. D'être un peu cette espèce de pionnier-là dans ce secteur ou ce quartier ou cette rue-là, ça demande quand même du guts. Mais je trouve que le guts, c'est plus facile à avoir quand tu as des connaissances. C'est là que les connaissances sont importantes. C'est le volume d'absorption aussi. Comme nous, le projet, oui, on se disait ça, mais comme on se disait, c'est 6 logements. Je veux dire, mais mettons l'exemple que tu donnes, si toi, je sais que tu en fais plusieurs à Sherbrooke, ou si tu arrives avec le même genre de projet que tu en fais, le matin, j'en fais 200. C'est ça, 200, 300. Ça aurait peut-être plus la chienne que ça pogne à 1000. C'est clair. Mais tu sais, si tu le fais avec un certain volume que tu es capable d'absorber avec le temps, puis placer un peu le marché, à la limite, le marché il va monter avec toi. C'est clair. Mais oui, dans aussi, la connaissance, c'est importante parce que, tu sais, moi, comment je suis arrivé par rapport à ce marché-là, il y a différentes statistiques qu'on peut regarder. Mais si on ne sait pas comment les regarder, si on ne sait même pas quoi regarder, c'est difficile aussi de comprendre le marché. Puis des fois, le marché est un endroit qui ne devrait pas être. Parce que personne n'a comme catché ou cloché sur ce qui se passe. Puis moi, je me rappelle dans ce marché-là spécifiquement, je regardais les revenus des ménages versus les loyers, puis j'étais comme, le ratio est donc bien bas. Il y a donc bien de l'espace. Ça n'a pas de bon sens. Les loyers sont donc bien bas. Mais c'est parce qu'on dirait que pendant bien des années, les propriétaires d'immeubles dans cette ville-là, ils étaient dans la mentalité de j'augmente ça à coût de 5$. Puis ils ont agi comme propriétaires d'immeubles et non pas comme investisseurs immobiliers. Puis là, à un moment donné, tu deviens un peu mis-up. Tu es tellement dans le marché que tu ne vois plus le big picture. Moi, j'arrivais, puis il y a d'autres investisseurs aussi, qu'on pense pas à MREX, on arrivait de l'extérieur, puis on regarde le marché, puis tu commences à regarder la démographie, tu regardes le marché locatif, tu regardes le marché des propriétés, tu fais comme,
Ouf, t'as peu, là. Il y a de la place, là. Moi, les stats me disent qu'il y a de la place. Ouais. Personne ne l'a fait, mais les stats me disent qu'il y a de la place. Mais c'est plus facile d'avoir la confiance puis le courage de dire, sais-tu quoi, j'y vais parce que je comprends comment interpréter ces statistiques-là puis je comprends le levier qui vient avec. Bien, c'est une bonne étude à faire. Puis on le voit des fois aussi, les gens, ils ont leur logement, puis quand on fait de la gestion du changement, ils vont être prêts à payer 100, 200, 300 de plus le lendemain parce que tu as fait tel réno. Mais personne ne l'aurait jamais offert. Exact. Mais tu te dis, c'est donc bien fou. Ces gens-là, pourquoi ils ont les moyens? Ils attendaient juste ça qu'on leur offre, finalement, d'améliorer leur logement. Exactement. Fait que je pense que, en tout cas, moi, ce projet-là m'a donné confiance de façon globale. Mettons, c'est toujours à analyser par projet, mais sur la réponse des gens qui vont être prêts à prendre un logement bien optimisé à des prix intéressants où, justement, là, tout ton processus d'optimisation, il vaut la peine. Tu es capable de faire un levier net ou du moins d'aller chercher de l'équité là-dedans. Là. Fait que, ça a été quoi l'affaire qui t'a le plus surpris quand tu es rentré dans la meute multilogement, qui est un programme assez intense? Puis tu n'avais pas déjà 200, 300, 400 portes. Souvent, les gens pensent que autant que le certificat d'ingénierie financière que le programme accélérateur La Meute, c'est vraiment pour les gens qui ont de l'expérience. Puis c'est vrai que ça aide beaucoup les gens qui ont de l'expérience, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas nécessairement... Il y a du monde qui sont à leur début, même. Ah non, c'est ça s'adresse à... Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le programme? Ça s'adresse à tout le monde. Puis c'est sûr que d'avoir un certain bagage, mettons, de finances un peu, ça a donné une chance pour pas saigner du nez les premiers week-ends, mettons, comparativement à d'autres gens qui arrivaient complètement de milieu où il n'y a pas nécessairement de chiffres. Fait que ce côté-là, ça m'a aidé un petit peu au départ. Mais qu'est-ce qui m'a le plus surpris, honnêtement, c'est vraiment la qualité de l'enseignement. C'est zéro pour être têteux, là, mais c'est vraiment la qualité des intervenants. On va sortir le 20$. C'est ça. On s'en regarde après. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est la qualité des intervenants. Le contenu qu'il amenait, puis à quel point il était dans le marché, puis il était dessus. Puis après, le réseau. C'est le réseau. Ça. Moi, mon année qui commence, là, 2020, je me suis donné un mot-clé, puis c'est réseautage. Puis c'est parce que, justement, dans la dernière année, tout ce que j'ai, on va dire, vécu ou fait, là, justement, au travers de l'AMREX, avec tous les investisseurs avec lesquels j'essaie de continuer le plus possible, de garder contact, d'aller prendre des cafés, d'aller voir leurs projets à Montréal. C'est une richesse. Oui, c'est clair. Parce que des fois, de comprendre puis de voir comment les autres travaillent, ça nous aide aussi à. Moi, je trippe, déjà, juste rentrer sur un chantier, voir comment c'est fait. Je suis comme vraiment dans un magasin de bonbons, là. Fait que j'aime ça. Mais en plus, aller prendre le temps d'aller luncher, voir c'est quoi tes chiffres, comment tu l'as vu. Puis, aller chercher l'énergie un peu de la personne. Puis tu peux chercher l'expérience sans le faire. Sans le faire, exact. Puis, garder le contact. Puis après ça, si tu as une question, si tu as un besoin justement d'une référence, d'un truc, bien, tu vas savoir, OK, c'est vrai, lui, il a fait tel type de projet, utilisé tel matériau. Puis juste aller vraiment chercher l'énergie de la personne, puis voir dans quel défi tu es. Puis moi, j'adore faire cette démarche-là un peu. Puis c'est ce que je fais dans les derniers mois parce que tantôt, on parlait de la portion construction-rénovation. Cette entreprise-là, je viens juste de la vendre, dans le fond, dans le dernier mois pour me concentrer sur l'immobilier. Sur l'investissement immobilier. Fait que au travers de la démarche que je voulais faire, c'était justement de nourrir un peu ce réseau-là puis d'aller chercher tout ça. Fait que certainement que ça, c'est aussi vraiment un gros plus que j'ai trouvé au travers de la mode. On sous-estime souvent notre réseau. Je pense que c'est d'ailleurs pour les gens, comme moi, j'ai été élevé aux États-Unis. La perception, exemple, de l'université aux États-Unis est très différente du Québec et du Canada. Les frais aussi. Les frais, c'est ça. Ça, c'est clair. Mais le monde paye vraiment un gros prix pour aller dans les grandes universités. On peut penser à Harvard, on peut penser à Stanford, toutes les Ivy League. Puis souvent, ici au Canada, on pense que les gens payent pour la qualité de l'éducation. Puis je veux dire, j'en ai fait des études aussi aux États-Unis, dont à Harvard. Puis c'est sûr que la qualité de l'éducation est quand même quelque chose. Je peux comparer entre Harvard, l'Université Laval, l'Université d'Athabasca en Alberta. C'est pas tout à fait le même calibre. Puis ça n'enlève rien à Laval ou à Athabasca, mais c'est pas la même chose. Mais ultimement, les Américains payent pour envoyer leurs enfants dans ces grandes universités-là de grosse réputation pour le réseau. Pour le cercle. Après l'université. Ah, pour le cercle qui fait que après ça, là, tu t'en vas, je m'en vais à Miami, je peux aller au Harvard Club. C'est un club privé. Pour tous les gens qui sont déjà allés à Harvard, puis tu rentres là, tu peux avoir zéro réseau à Miami, là, puis en l'espace de 2-3 jours, là, c'est rendu que tu es connecté avec
tu es connecté avec le vice-député du maire, puis tu es connecté avec un des plus gros développeurs immobiliers de la place. Mais ça fait un esprit de communauté. Ben c'est ça, puis ça peut t'aider à avancer rapidement. Puis c'est la même chose dans l'immobilier, que ce soit à Québec ou à Montréal, ou n'importe où d'autre. Là. Tu peux pas rien faire si tu n'as pas de réseau. Puis si tu fais tout ça dans ton coin. Tu peux bûcher. Tu vas bûcher. Tu peux bûcher en temps. Tu ne seras pas un investisseur immobilier, tu vas être un bûcheron. C'est ça, tu vas être un bûcheron, puis possiblement que tu ne seras pas capable d'atteindre tes mal au dos rendu à 45 ans. Oui, c'est ça. Puis tu n'atteindras pas toutes tes cibles d'objectifs, à moins que tu sois super modeste là, dans ta progression. Ouais. Mais elle va être lente, sûrement plus pénible. Là. Puis moi c'est à cause que, comme je te dis, je me nourris vraiment de ça, dans le sens que je trippe à échanger puis à aller chercher. C'est pas juste parce que je vais t'appeler, je vais te demander « Étais-tu un contact d'un plancher? » Puis bonne journée. Puis je veux dire, j'avais pas d'intérêt à jaser plus. J'aime ça échanger. C'est ce que je fais aussi avec la bulle immobilière dans laquelle tu participes avec moi. Je le fais purement pour le plaisir, pour développer le réseau, pour aller chercher vraiment un contact de proximité avec les intervenants qui viennent, voir c'est quoi leur background. D'apprendre. Bien, vraiment. Le but de l'émission, c'est de poser des questions et écouter. C'est vraiment le spotlight est sur l'invité. Fait que moi, je trouve ça intéressant de recevoir tout ce monde-là. Fait que. Penses-tu qu'à un moment donné, JF, qui est l'animateur avec toi à la radio, penses-tu qu'à un moment donné, on va réussir à lui faire dire real talk comme il faut? Je pense qu'il s'est entraîné beaucoup pendant le confinement. Là. Je l'appelle tous les jours, là, pour on le pratique ensemble. J'espère qu'il nous écoute en ce moment. On l'agace en thème, JF. Non, mais je pense qu'il espère que tu changes le nom de ta chronique tous les jours. Il prie fort pour ça. As-tu un conseil à donner aux gens qui écoutent présentement que tu aurais peut-être aimé te faire donner en 2010 ou en 2011 quand tu as commencé? Il y a une foule de conseils. Ça dépend toujours du contexte de la personne. Là. Ses premiers investissements, c'est-tu quelqu'un qui est déjà investi là-dedans? Écoute, il va toujours avoir la réalité de se former. Là. Ouais. Je ne suis vraiment pas le premier ni le dernier à le dire. C'est un point qui revient souvent. Ça fait cliché. Ça fait cliché, c'est ça. Il y en a qui vont dire, on dirait que... Même, je suis convaincu qu'il y en a qui vont même penser qu'on prépare les invités à dire ça. Mais c'est drôle, à chaque émission, je pose cette question-là. Ça revient. Quasiment toujours la réponse. Puis Dieu sait qu'on n'est pas préparé. Hein? Non, je te confirme. Il n'y a rien de scripté dans cette émission. Non, il n'y a absolument rien de scripté. Mais c'est un fait quand même. Oui, c'est vrai que la formation là, est fraîche pour moi, mais je veux dire, c'est dans mes intentions de continuer à développer ça puis à garder cet esprit-là de toujours se former. Après ça, vraiment le réseau, là, honnêtement, si tu commences, essaye pas de faire ça tout seul. Investir dans ton réseau. Puis je dirais aussi, c'est de quoi qu'on met de l'avant avec la bulle immobilière, mais c'est de faire affaire avec un réseau de professionnels autour de toi. Tu sais, tu le dis toi-même, mais de ne pas te cheaper là, sur un professionnel dans toutes les facettes de tes investissements. La meilleure manière de perdre 100 000, c'est de cheaper sur 1 000 $. C'est ça, exact. Fait que développer ça au départ, fait que oui, avoir un bon ratio entre vraiment être... se lancer, mais de savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est un côté de patience, hein, je pense. Parce que souvent, les gens ont de la misère à repousser la gratification. C'est dur pour quelqu'un qui commence en investissement immobilier de dire hey, je vais aller mettre 2500 $ dans un avocat pour telle affaire, puis 1000 $ pour un comptable, puis 5 000, 10 000 pour une formation. Puis ils sont comme... J'avais juste 100 000 de mise de fonds, puis là, je suis rendu avec 85 000 de mise de fonds, puis je n'ai même pas commencé encore. Mais ils protègent leur mise de fonds. C'est ça le premier sentiment, c'est de protéger ta mise de fonds comme une poule sur son œuf d'or. Ce qui est la pire chose à faire. C'est parce que c'est compréhensible, là, dans le sens où tu dis c'est mon moteur. Là, si je perds ces sous-là, je ne peux pas faire le premier projet. Mais dans les faits, tu peux probablement le faire d'une autre façon, dans le sens que ça sera jamais. Si tu t'appliques, exemple, dans une formation comme la Meurthe ou le certificat qui va coûter 5-10 000, la vérité, c'est qu'il n'y a aucune raison, à part que tu t'empêches de le faire, de monétiser cet investissement-là fois 4, 5, 10, 20 fois. Là, Exact. Puis on va se dire les vraies choses, c'est peu, 5-10 000 sur des mises de fonds potentielles d'un projet de multilogement. Fait que c'est pas ça qui va hypothéquer ton projet. Puis certainement que ça va t'enligner pour le... Si 5 000 ou 10 000, c'est beaucoup pour toi, puis que tu vas être investisseur immobilier, là, en fait, toi, tu es la personne qui a besoin de dépenser de 5 à 10 000. Exact. Parce que c'est pas supposé être grand, c'est supposé être rien. Là. Bien, moi, ça m'avait parlé aussi d'information quand tu disais, tu sais, le principe de consommation, puis le bien de consommation, puis changer l'œil. La mentalité de consommateur versus la mentalité de l'investisseur. Exactement, changer l'œil sur le produit de quelque chose. Tu n'achètes pas quelque chose pour lequel tu te dépenses, mais plutôt que tu vois c'est quoi la valeur du retour de ça. Fait que c'est sûr que c'est une progression à faire, mais c'est un switch. Il y a vraiment
il y a un déclic à aller chercher dans la mentalité, puis c'est pas quelque chose qui est très, on va dire, très conditionné au Québec. Là, ça l'est un peu plus aux États-Unis, mais le même problème existe quand même partout. Là, les gens ne comprennent pas que tu peux transformer tes connaissances, puis tes compétences, puis ton énergie en beaucoup plus que 5 à 10 000 là, moi, je l'ai vu, le premier investissement qu'on a fait, on a mis pas mal toutes nos billes en ayant plus ou moins de stratégie justement pour limiter notre équité. Ça n'a pas été trop long, on s'est rendu compte, OK, c'est quoi qu'on peut faire d'autre, là? Fait que, OK, on entend parler de la balance de prix de vente, on va essayer de creuser ça parce que c'est ça, tu sais, ton équité de départ, peu importe c'est quoi ton montant, à moins d'être assis vraiment sur à moins d'avoir une riche tante qui t'a transmis une couple de millions à son décès. Là. Puis même là, est-ce que tu vas faire des bons investissements ou tu vas t'en aller dans le mur avec ça? C'est clair. Fait que ça va revenir au même, là. Fait que, honnêtement, je pense que oui, c'est cliché, mais c'est nécessaire de le répéter, de faire la formation. Puis ça peut commencer justement à plus petite échelle. Tu n'es pas obligé d'aller all-in puis de faire tout de suite les plus grosses formations. Commencer par lire, par écouter des vidéos comme ça aujourd'hui. S'assurer que tu t'intéresses vraiment à ça, que tu comprends les enjeux, puis les barrières, puis les défis que tu vas avoir. Absolument. Parce que si c'est pas toi, si c'est pas dans ta personnalité de gérer des humains, des gens dans ton immeuble, puis des contracteurs, puis des finances, puis des doyers qui ne sont pas payés, des audiences à régie. Tu sais, c'est toutes des choses que si ça ne fait pas partie de ta personnalité, puis tu es plus quelqu'un low profile ou du moins qui veut comme garder ça tranquille, si tu t'es pas posé ces questions-là, mets pas tout de suite 10 000 en formation. Essaie d'y aller par étapes, là, à t'impliquer dans le réseau, du moins de l'immobilier à tout plein d'instances. Là. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. J'apprécie. Puis je te souhaite un excellent succès dans les prochains temps. Je sais que une de tes grandes forces, c'est la curiosité, la capacité aussi de, comme tu dis, d'aller rencontrer tout le monde. Je sais que c'est ça que tu es en train de faire en ce moment. Puis je suis convaincu que ça va t'aider puis tu vas avancer. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Nick. Merci. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui comme d'habitude. Et si c'est pas clair, après les 3 derniers épisodes, la formation est vraiment clé en investissement immobilier. Donc, si vous êtes intéressé par la formation, ou si vous êtes surtout intéressé à pousser davantage vos connaissances et vos compétences en investissement immobilier, je vous invite à aller faire un tour sur le e-campus du Collège MREX au www.formationenlignemrex.com. Et sinon, vous pouvez aussi prendre connaissance du certificat en ingénierie financière et du programme accélérateur de la Meurthe Multilogement sur www.mrex.co. L'investissement immobilier, depuis environ une décennie, est devenu extrêmement populaire. On voit de plus en plus de gens qui veulent investir en immobilier, qui veulent acheter des blocs appartements, parce qu'ultimement, investir dans de la brique, c'est investir dans de la brique. Mais avec la crise actuelle, la situation qu'on vit, de plus en plus de gens et d'investisseurs vont aussi avoir envie de se réfugier dans l'investissement immobilier multilogement, qui est considéré comme une classe d'actifs beaucoup plus sécuritaire d'un point de vue relatif. Ça fait en sorte que si vous décidez d'investir là-dedans et que vous voulez tirer votre épingle du jeu, vous allez devoir comprendre minimalement les bases de la mathématique, de la finance, de l'économie et également de l'urbanisme et de la construction. C'est pourquoi on vous a créé le micro-programme en finance de l'investissement immobilier multilogement. Le micro-programme est un programme de 9 cours qui se donne entièrement en ligne et sur demande. Vous pouvez réécouter tous les cours autant que vous voulez, à la vitesse que vous désirez, et vous pouvez prendre le temps d'apprendre les bases qui vont vous aider à commencer à investir en immobilier multilogement.